C'est reparti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci, Marc, d'avoir accepté de faire cette conférence. Tu devais être parmi nous au mois de juin. Malheureusement, tu n'as pas pu te joindre à nous. Et donc, c'est avec un très grand plaisir que l'on t'accueille pour cette intervention. Donc, tu es professeur à l'université Lincoln au Royaume-Uni et tu es rattaché également dans des universités en Nouvelle-Zélande, Massey University, et en Australie, la Trobe University. Donc, tu diriges notamment, et c'est important pour nous tous qui travaillons sur la gestion intégrée des bassins versants, un centre sur l'eau et sur la santé planétaire. Et je pense qu'on peut dire que tu es un chercheur de renommée internationale dans le domaine, un pionnier qui travaille sur les paléo-environnements fluviatiles, et notamment cette réflexion du temps long, tu la lies avec des enjeux contemporains sur les questions de changement climatique, également toute la réflexion sur les interactions humain-environnement. Tu as beaucoup contribué notamment aux questions concernant la contamination, mais donc le lien avec les enjeux de chimie environnementale sur le temps long et la question, on va le voir aujourd'hui notamment, qui lie les changements environnementaux et la santé humaine. Et tu penses une approche globale, une approche intégrée, une approche systémique qui est très inspirante pour la communauté des chercheurs et des praticiens de IS Rivers. Donc, c'est un grand plaisir qu'on puisse t'accueillir, que tu aies accepté de participer à ce séminaire. Tu nous fais attendre IS River 2022 avec beaucoup d'impatience sur ces thématiques-là. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment on fait parler les sédiments des archives sédimentaires et penser l'adaptation à la crise climatique et planétaire actuelle. Donc, faire le lien entre le temps court et le temps long, qui est stratégique finalement pour voir comment on peut faire face à la crise, comment on peut, diraient certains, être résilient. Marc, c'est à toi. Comme vous l'avez expliqué, c'est la seconde fois, et cette fois c'est un succès, que je présente ce séminaire. Je devais le faire en juin. Comme vous savez, malheureusement, j'ai eu une déchirure de la rétine et le jour même du séminaire, ce qui a rendu ma prestation impossible, bien entendu. Et donc aujourd'hui, je suis heureusement en état de le faire. Je n'aime pas ce titre, Hervé, je tiens à te le dire. Donc, moi, j'ai apporté quelques changements au titre. Et je pensais que c'était un sujet intéressant, certes, très intéressant à explorer. Et je voudrais faire ceci de 4 manières différentes, sur quatre domaines. En ce qui concerne ce que je vais décrire comme les piliers de la science des sédiments de rivière, je vais vous parler des questions liées à la dimension donc de sédiments, de dispersion, d'hydrologie, de formation. Je fais des recherches depuis plus de 40 ans maintenant et toutes ces recherches se sont bien avancées. Je vais examiner la contamination, bien sûr, comprendre à peu près, il faut comprendre que 90% de nos charges de contaminants sont associées ou dans les sédiments sont en lien en fait. Ensuite, je vais vous parler un peu du rôle des systèmes sédimentaires en ce qui concerne la création des habitats et la recréation des habitats. Et je vais me concentrer sur le côté noir en fait de l'hydrologie et notamment avec les problèmes des bassins, la contamination des bassins, ensuite la paléohydrologie, les archives sédimentaires fluviales, et il s'agit là de quelque chose, d'un sujet extrêmement important concernant notamment au vu des nouvelles inondations que l'on voit apparaître, et mes dernières diapos parleront aussi d'une série de suggestions de crises planétaires et climatiques actuelles, notamment notamment en ce qui concerne, encore une fois, les crises climatiques et planétaires. Bien, je vais commencer au début, donc je vais essayer de rester dans les temps, et nous devrions arriver à ce résultat dans 30-50 minutes. Donc, le public britannique se souviendra peut-être de ce gentleman à droite qui s'appelle John Prescott,
un personnel infâme auprès de la presse et notamment auprès c'était un des hommes de main de Tony Blair. Il était ministre de l'Environnement pendant de nombreuses années. Et après des grandes inondations dans les années en 2000, il a été un des premiers politiciens de Grande-Bretagne à suggérer que l'augmentation des inondations était un appel à l'éveil concernant le changement climatique. Personnellement, et Keith Walin, que certains d'entre vous le connaissez sans doute, nous avions un projet de recherche commun et on regardait l'impact ce qu'on appelle les crues millénaires. En termes très simples, géomorphologiquement, peu de choses se sont passées et c'était assez frustrant en ce qui nous concernait et nous étions un peu inquiets que les financiers, que dans ces grandes inondations. Donc, géomorphologiquement, en fait, il y avait très peu de changements indépendamment de la taille des inondations. Et donc, c'était dans un acte de désespoir, nous avons examiné les sédiments des inondations, donc associés à ces événements. Et comme vous pouvez voir ici, ça c'est ici, voilà, vous voyez en bas à droite, c'est un monsieur qui donc ici, il s'agit de Dr. Sean Longfield, en fait, qui est actuellement maintenant responsable de la science des inondations dans notre université. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons échantillonné des échantillons donc d'inondations et nous avons les cercles bleus sont les dépôts qui se sont faits sur les rives, sur les rives non. Et ensuite, nous nous intéressions aux matériaux, d'où venaient ces sédiments et ce qu'ils contenaient. Et ce qui nous est apparu, a été une surprise assez notable, c'est que nous avons regardé les métaux contaminants, les teneurs en métaux contaminants, et ce sont des concentrations qui apparaissent sur une échelle logarithmique ici, donc 10 000 ppm plus tard, c'est 1% par poids de plomb. Donc, c'est du plomb, là. Et depuis 30-40 ans, j'ai fait beaucoup de travail avec beaucoup d'entreprises. Et en fait, c'est proche d'être économiquement utilisable pour beaucoup de solutions. Donc, 10 000 ppm, 1% de poids au poids de plomb. Et ce que l'on a trouvé dans ce sédiment, c'est une très haute teneur. Donc, c'était au moment où le gouvernement, les recommandations gouvernementales disaient qu'après 1000 ppm, cette recommandation a été développée sur le site de Brownfield. Et on peut voir ici sur des domaines, et en fait, pratiquement tous les sédiments sont significativement au-dessus des recommandations. Et ceci s'est produit en 2000, encore une fois, et ça a été mentionné aux autorités environnementales de l'époque. Globalement, en fait, cela a été ignoré, poussé sous le tapis, balayé sous le tapis, et c'est devenu en fait une vérité gênante. On savait qu'il y avait un problème, mais en fait, les autorités environnementales l'ont totalement ignoré. Maintenant, si l'on avance un petit peu, plus de 10 ans, nous avons eu d'autres inondations similaires au centre du Pays de Galles. Et vous voyez ici, donc, quelque part, donc, avec un autre collègue de l'Université de Lincoln, aujourd'hui, vous voyez, même, je parle ici, vous parle, ou que, je ne sais pas, vous êtes dans le monde, mais je vous parle ici, là, voilà, en bas, vous voyez, moi, en bas à gauche, là, je suis là, voilà. Nous sommes près de Heath Smith, et donc, qui est, vous voyez, nous avons une petite propriété qui est ici, là, à cet endroit. Voilà. Mais il y a eu des très, très grandes inondations en juin 2012. Et l'une des zones qui ont été affectées était ce qu'on appelle la College Farm, une ferme très célèbre, très, très célèbre, qui a fait des élevages d'animaux vernaculaires. Voici les inondations. Et voici quelques-unes des concentrations en surface et sous-surface de sédiments. À près de 7000 ppm, vous voyez, plus de 7000 ppm. Et en termes de sédiments d'inondation, il y a eu des concentrations de près de 30 000 ppm de plomb, 3% au poids, 3% par poids de poids. Et donc, ça, c'était en juin. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à la télévision britannique. Et encore une fois, en disant qu'il y aurait certainement
un héritage environnemental en raison de ces contaminations. Et en fait, j'avais contacté le ministère de l'Environnement à l'époque, qui était très inquiet, et il pensait qu'il y aurait certainement des problèmes. Mais rien ne s'est produit, rien ne s'est produit. Ensuite, en octobre, le directeur de cette ferme m'a pris contact avec moi et m'a dit, Marc, je ne vais pas vous dire la phrase exacte, mais il a dit, en gros, il disait que vous aviez raison. 12 de nos vaches galloises noires sont mortes, mais il m'a dit on les a nourries de fourrage, hein, mais ce fourrage a été coupé après l'inondation, récolté après l'inondation, et ici vous voyez les concentrations en plomb dans le fourrage. Donc voilà, ici voilà, voici les fourrages, vous voyez qui est en balle et qui est utilisé comme fourrage d'hiver, et les animaux mangent ceci. Et voici les concentrations, regardez, donc de plomb pour nourrir les animaux. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en bas, vous voyez les concentrations de plomb dans le sang des animaux qui ont été empoisonnés. Mais cette ligne ici, c'est la concentration minimale qui est utilisée dans les recommandations européennes. Et la concentration montrée ici sont en fait les niveaux réels. Et les plus hautes concentrations qui sont 3 ordres de magnitude au-dessus des niveaux acceptables sont celles qui ont été trouvées dans le sang de certains de ces animaux, de ces bovins. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est vous montrer de façon très facile et facile. Donc, la contamination ici est venue d'activités qui s'est produite il y a plus de 200 ans. Et cet héritage, en fait, continue aujourd'hui, puisque c'est un héritage des mines anciennes, des mines de plomb anciennes. Je vais y revenir parce qu'en ce qui concerne les problèmes mondiaux, et particulièrement lorsqu'on est confronté aujourd'hui à une expansion de l'industrie d'exploitation minière dans le monde, hein, notamment pour l'électronique, pour les développements, etc., c'est que des problèmes que nous ne connaissons pas aujourd'hui, donc nous devons être conscients, et le changement climatique est une conséquence de la pollution des rivières aujourd'hui. Dans le cas d'inondation, je démarque quelque chose assez simple. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est capitaliser sur ceci. Et je vais commencer avec quelque chose qui a commencé plus de 40 ans. Avec mon mentor et collègue John Lewin, on travaillait dans les années 70 et c'est devenu quelque chose qui a une importance aujourd'hui plus mondiale. En ce qui concerne la science des sédiments de rivière, ce que je veux dire, c'est le rôle des sédiments, des contaminants associés aux sédiments. C'est un rôle critique et un héritage, une contamination héritée de l'exploitation minière avec lequel nous sommes et serons confrontés. Donc, et avec d'autres, bien sûr, contaminants et pas seulement le plomb. Le deuxième domaine que je souhaite traiter concerne le rôle des sédiments, des systèmes de sédiments et le rôle qu'ils jouent sur la création d'habitats riverains. Certains d'entre vous savez sans doute que je ne suis pas un expert de l'éco-hydrologie, donc de quoi en quelque manière que ce soit, mais encore une fois, il y a environ 10 ans, j'avais eu une conversation tout à fait intéressante avec mon nouveau collègue et mon nouveau co-directeur, donc Chris Thomas, donc j'étais avec lui, avec Smith et McLean. C'est un hydrologue spécialisé, un expert du paludisme, et il m'a montré, et il y a à peu près 12 ans, donc une photo aérienne d'une rivière, d'un bassin que je vous montre ici. C'est un système fluvial en Tanzanie, et il me disait que nous avançons en termes de prédiction des points de paludisme, mais on n'arrive pas à être bien au point. Et il m'a montré une photo donc de cette zone, et je lui ai dit, du point de vue de la rivière en tant que telle, d'après toi, où pourraient être les points chauds ici, là, dans le terme de développement du paludisme, à expliquer les mécanismes physiques. Et en fait, c'est un exercice assez simple, donc dans l'hydrologie, pour simplement expliquer où étaient les habitats. Et au cours de la soirée, nous discutions, on buvait pas mal, il faut le dire, et nous avons examiné ces photos et je lui ai expliqué où, selon moi, les points principaux se situaient. Nous sommes revenus quelques semaines plus tard et nous avions raison. Donc, il y a eu une série de projets financés
par un conseil de recherche et nous avons travaillé au Manawala, donc qui est un système d'affluent de cette rivière, vous voyez ici en Tanzanie, Kilombero, donc, et c'est là qu'il y a le plus haut taux de transmission du paludisme au monde. Et nous, avec des collègues de Aberystwyth, de Lincoln et de Leeds, et avec Mark Smith, nous avons examiné en fait le contrôle hydromorphique donc, de cette zone de paludisme et d'attaque des moustiques. C'est un travail qui est en cours. Il y a encore des travaux à terminer, à continuer concernant seulement le MRI, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Comme vous pouvez voir sur cette partie gauche ici, c'est une représentation schématique que j'ai élaborée donc, qui a été publiée dans une revue scientifique qui montre les différents types d'habitats où les moustiques, l'arabiensis qui est le principal vecteur du paludisme. Et si vous pouvez voir à droite, par exemple, ici, il y a toute une variété d'habitats ce sont des espèces extrêmement adaptables. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris des échantillons sur une période de saison hydrologique sur un an, des changements dans le nombre de moustiques chez les adultes, les larves et les adultes, chacun des habitats. Et nous avons ensuite établi un lien entre ceci et le changement des dynamiques de sédiments dans chacun des lieux. Mais ce que vous pouvez voir à droite, ici par exemple, c'est comment ces habitats, le nombre les populations de moustiques, comment cela change avec la période hydrologique de l'année. En bas, on voit la saison des pluies, on voit l'hydrographe. Ici, il y a une saison sèche, très claire, et pendant la saison sèche, c'est critique en termes de refuge pour ces espèces. Ce que l'on voit sur le chenal principal ici, c'est un effet de chasse, si vous voulez. Et ensuite, si on a la saison sèche, ce que l'on voit, c'est que le système d'affluent, très souvent, il y a un changement qui va devenir plus humide plus tôt dans l'année et ensuite qui va s'assécher et ils vont devenir extrêmement des zones très importantes de reproduction pendant la saison humide. Et ensuite, lorsque l'on avance ici dans l'année hydrologique, vous voyez d'autres zones qui se produisent, d'autres vents, au printemps notamment, particulièrement dans les chenaux à accessoires, donc exactement, donc les anabranches notamment. Donc, et ce que le travail montre, en fait, c'est que en allant au-delà de simplement la température et en utilisant l'hydromorphologie des environnements, nous pouvons mieux comprendre la manière dont les populations de moustiques, les larves notamment et les espèces se développent en lien avec l'hydrodynamique du lieu. Il y a une série d'articles que je n'ai pas encore mentionnés, mais si cela vous intéresse, donc ça a été, je voulais couper ça, donc qui explique comment ce processus se fait et qui est utilisé en Afrique pour prédire en fait les présences et le futur des instances de malaria, de paludisme. L'élément clé ici, c'est que de bien comprendre en fait la dynamique et l'hydrodynamique des rivières et de leur système. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les systèmes sédimentaux, donc qui sont un composant essentiel, non pas seulement en termes de compréhension de transport de contaminants, mais quant à la forme que prennent ensuite les points d'eau ou les zones d'eau, et donc les habitats qui se forment. Par exemple, et ça comprend d'autres éléments, de l'hydrologie, la pêche notamment, mais ici, le côté noir de l'hydrologie apparaît avec notamment les maladies portées par l'eau, et donc tous ces composants que nous devons utiliser pour comprendre les mécanismes qui interviennent. Troisième partie dont je souhaite vous parler concerne, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis la fin des années 70 et je dois rendre hommage à M. Ken Gregory qui récemment a disparu malheureusement et il y aura une présentation spéciale dédiée à Ken. Mais
une grande partie du travail en Grande-Bretagne et même beaucoup du travail dans le monde entier, en fait, dans ce domaine, Ken était certainement était un mentor essentiel dans ces domaines. Donc, je suis heureux de pouvoir ici lui rendre hommage dans cette présentation. Donc, en ce qui concerne la paléohydrologie, ce que nous observons dans le monde entier actuellement, ce sont certainement une augmentation des fréquences des inondations. En Grande-Bretagne, nous n'avons pas vu encore une augmentation de la gestion des inondations, ce qui est une inquiétude certainement. Donc, on utilise un système basé de modélisation pour faire de la prédiction, donc, mais pour revenir au travail dans la fin des années 90, nous avons utilisé nous avons travaillé donc sur l'imagerie pour revoir un peu l'histoire, par exemple, de voir la redistribution des roches, vous voyez, sur les bermes, hein, sur les rives qui se forment, donc sur les terrasses qui sont faites dans les années 80. Et ce que nous avons fait, en fait, c'est de reconstruire dans ces environnements, dans les hautes terres, qui sont généralement impliqués. Donc, et en fait, cette méthodologie est utilisée dans beaucoup d'endroits du monde, utilisée par beaucoup de mes collègues dans plusieurs endroits, pardon, excusez-moi, du Pays de Galles. Donc, je ne vais pas vous parler de ceci en détail ici, mais ce que ceci nous montre ici, donc, et encore une fois, et ceci a été publié par l'Université d'Amsterdam. Donc, ceci a été publié en géologie, dans le département de géologie. Ce que nous avons fait apparaître, c'est cette relation entre les inondations rapides, les inondations éclairs, et voyons ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qu'on utilise depuis de nombreuses années, et sans entrer dans trop de détails, il semble que ce serait la première manifestation d'amplification des impacts de gestion des inondations, certainement dans certains des régimes d'inondation d'Europe de l'Ouest, tel que nous l'avons vu, par exemple, dans l'inondation de Wylam, qui a été probablement, je dirais probablement, certainement fait partie de cette tendance. Ce que l'on voit ici, par exemple, c'est l'augmentation de reflux, par exemple, d'inondation et de reflux. Donc ce qu'on aperçoit ici. Mais le point que je voudrais souligner ici, encore une fois, récemment publié, je vous ai montré une photo ici dans mes diapos des années 90, dans mes premiers diapos, en termes de mesures des inondations récentes. Mais ici, ce que je voudrais souligner, c'est que nous pouvons utiliser ces archives d'inondations, mais simplement en réfléchissant par cru millénaire, mais pour voir si certaines des statistiques et certaines des archives que nous utilisons, en fait, pourraient être des références. Ce n'est pas une critique, en fait, en ce qui concerne nos ingénieurs et nos collègues de l'hydrologie. C'est une observation, c'est factuel de ce que l'on voit en termes d'inondation et qui devient maintenant, ça dépasse en fait ces archives de crues centenaires ou millénaires. Par exemple, ici, voici l'amplitude d'inondation pour une petite rivière, un petit torrent. On appelle ça le non-cumdu. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui connaissent bien le gallois. Ce sont une bonne prononciation, non-cumdu. Voilà, et donc pour ceci, vous montre, voici, il s'agit là de l'évaluation à jour des inondations de cette agence d'une agence de Grande-Bretagne, et voici la probabilité à 1% de l'inondation et l'enveloppe pour un bassin versant de cette nature. Donc, sur la base de nos travaux et des travaux que nous avons faits sur des centaines de bassins versants en Grande-Bretagne, ça c'est un exemple. Ce que l'on sait en termes de crues historiques à plus de 300 ans en arrière,
la réalité, c'est que en fait, la probabilité de crue dans ce système se situe plutôt à 100 à 200% plus important. Donc, lorsque un de mes collègues allemands et un collègue avec hollandais, pardon, un autre collègue de Nouvelle-Zélande qui voit des fiches, des archives d'inondations qui dépassent les mesures, c'est normal, je dirais, c'est pas nouveau. Et il faut absolument utiliser donc les archives hydrologiques non seulement comme un élément utile, mais nous devrons les utiliser en termes de prévision des risques d'inondation et de façon beaucoup plus que de la routine. Et je voudrais insister sur ce point. Regardez, dans les années 99, en 2019, je sais qu'il y a eu beaucoup d'exemples dans le monde, mais nous étions près d'une rupture de barrage près de Sheffield, où d'un de mes collègues ont travaillé sur ceci. 1500 résidents en aval ont dû être évacués, donc on a été proche de la rupture de barrage. Et lorsque l'on a regardé l'ingénierie, encore une fois, c'était basé sur des dossiers et ils ont estimé une probabilité de 1%, 100% était peu probable. Et sur ce site, en fait, ça a été sous-estimé de 20 à 60%. Donc, il y a un vrai problème d'estimation des crues et des risques de crues dans les changements qui se produisent actuellement. Et je voudrais insister pour souligner ceci. Vous savez sans doute, donc, le bureau de la réglementation nucléaire, et on nous a demandé ici d'examiner le 0,01% de probabilité, donc les crues millénaires. On ne peut pas extrapoler à partir des dossiers d'archives, et nous ne pouvons pas. Et ça devient de plus en plus important, donc, de vraiment traiter ces questions, et je pourrais en parler au cours de la discussion si vous le souhaitez. Dans les quelques minutes qui me restent pour la présentation, je voudrais faire un peu de publicité personnelle, pas sur un travail que nous faisons actuellement dans notre groupe de recherche, mais je pense qu'en fait, ceci concerne certaines des questions mondiales. Ceci nous ramène où j'ai commencé, ça nous ramène à cet héritage sédimentaire, donc notamment en ce qui concerne les contaminants, donc les métaux lourds, et nous travaillons sur les contaminants qui émergent, les plastiques, bien sûr, comme vous allez le voir. Voici, c'est un problème vraiment global. Je voudrais insister sur les mines en ce qui me concerne. Depuis 2-3 ans, nous avons élaboré une base de données mondiale, plus de 160 000 mines présentes et anciennes, donc qui sont en... Vous voyez, donc vous avez ici la représentation. Nous avons manqué la première fois, là on va être meilleur la seconde fois pour avoir toutes ces images. Et ceci comprend, encore une fois, je disais, les mines actuellement exploitées et les anciennes, et ainsi que les installations de stockage des résidus ou des stériles et les défaillances de barrage de ces résidus, donc dans le monde. Ce que nous avons fait, et c'est un travail que j'ai fait avec Nemo Ouat, qui est un professeur, et le professeur Chris Thomas, et beaucoup d'autres qui, je ne vais pas les mentionner tous, c'est un travail mondial, et nous utilisons un modèle basé sur des processus. Je pourrais vous en parler un peu plus si vous êtes intéressé, sans entrer dans les détails ici maintenant, mais ce modèle basé sur les processus, et nous avons globalement estimé des zones qui sont affectées par des exploitations, des contaminations d'exploitations minières actuelles et anciennes. Bon, bien sûr, vous voyez très bien, il s'agit là du drapeau autrichien, deux fois. Ceci, de cette contamination, c'est 2 fois la taille de l'Autriche. Et ici, c'est le drapeau de l'Uruguay qui approche
ça approche la taille de l'Uruguay. Donc, vous voyez, ce sont des valeurs quand même qui sont importantes. Ça, c'est les zones contaminées, vous voyez. Donc, encore une fois, c'est les zones contaminées dans le monde, 2 fois l'Autriche et l'équivalent de l'Uruguay. Donc, j'ai navigué sur le Nil et tel qu'on a estimé le Nil, on a vu beaucoup de travaux sur ce site ici, c'est qu'on est près de 5000 kilomètres, c'est-à-dire 72 fois la longueur du Nil. Donc, en termes de pollution, vous voyez, donc c'est un problème énorme. Et pour placer des chiffres en termes de risque en bas, vous voyez, on peut comparer ceci au nombre de personnes qui ont été infectées par les défaillances de réservoirs de résidus. Donc, vous voyez, c'est à peu près 323 000 personnes. Ce n'est pas énorme en soi, mais c'est que lorsqu'on examine ceux qui vivent sur des plaines inondables avec les mines contaminées par les mines anciennes, vous voyez les populations, ici on a près de 21 millions de personnes. Donc là, c'est 3 fois d'ordre de magnitude plus grand que ceux qui sont affectés actuellement par les défaillances de barrages de résidus. Donc, ce qui apparaîtrait ici, c'est que on parle bien sûr de les défaillances des barrages de résidus, mais on ne parle pas des problèmes associés avec l'exploitation minière de métaux, mais on voit ici une véritable menace. On a fait beaucoup d'analyses dans ce domaine pour essayer de réfléchir à tout cela et pour revenir avec sur les hommes, les animaux et les récoltes, et bien sûr. Et c'est vraiment un problème. Je pense qu'on entendra parler beaucoup plus souvent dans les années à venir. Le deuxième domaine sur lequel nous travaillons rapidement concerne, vous connaissez tous, il y a une révolution dans l'ADN environnemental, particulièrement la génomique, et nous utilisons ceci pour examiner non seulement la résistance antimicrobienne fabriquée, qui est importante dans le terme d'utiliser des antivirons, mais également l'évolution de l'AMR, particulièrement dans les jeunes RMA, donc dans les résidus, dans les sédiments. Donc, on attend encore, je vais vous épargner les détails, on utilise des installations de génomiques en Finlande, et il y a des choses fascinantes qui émergent. Dans notre environnement hydrologique, on se focalise également sur le nord-est de l'Angleterre, le Tyne et le Pays de Galles. Peut-être il aurait pu y avoir des expériences sur le terrain en cours pour étudier les développements des gènes de résistance antimicrobienne. Mais ce que l'on voit ici, c'est que des choses telles que le saumon qui est considéré comme on a des antibiotiques qui sont utilisés, la vancomycine, des gènes résistants à la vancomycine sont utilisés dans beaucoup de rivières, on les retrouve. Et en fait, le système de rivière, c'est au bout de mon jardin, donc je pourrais vous le montrer presque, mais également, il y a de nouvelles de gènes résistants qui sont en mutation récente, et donc c'est vraiment qui émerge, et c'est vraiment un sujet dont je pourrais parler. Dernier point, et certainement le moindre, dit l'orateur, donc sur mes diapos suivantes, ce sont mon beau-frère. Mon beau-frère est un architecte, mon épouse est une artiste bien connue, mon beau-frère est un architecte très connu. Et son entreprise son cabinet d'architecte a été commencé dans les années 90 et récemment, il a remporté une compétition. Ils ont conçu les stations souterraines du métro de Londres. Ils ont fait des stades olympiques au Brésil. Et ici, c'est leur vision de Londres en 2040-2050. Et juste avant, on m'a demandé de faire une présentation et j'ai retravaillé sur ce qu'on appelle le terraforming.
et donc et le réensauvagement, donc le prix des sols. Donc, et j'ai regardé tout ceci et j'ai regardé ceci avec un profond désespoir. Et la façon dont je vois ceci en termes de réensauvagement, peut-être autour de Londres. Donc j'étais à Peckham, par exemple, qui est juste ici, là. Et donc, c'est peut-être très bien en termes de biodiversité, mais ce serait peut-être une très mauvaise idée en termes d'hydrologie, de problèmes associés avec les inondations, mais également en termes de maladies portées par l'eau. Et je sais que en ce qui concerne le travail, on va commencer dans certaines de nos rivières de l'est de l'Angleterre, le fleuve où les paysages ont été terraformés au XVIIe et XVIIIe siècle. Et il va falloir reterraformer, il va falloir adapter ceci en termes pour s'adapter au changement climatique. Il y aura des questions très difficiles à confronter en termes d'ingénierie, par exemple pour reconfigurer les paysages, de, de traiter les problèmes que nous avons créés, en fait, dont un de ces problèmes peut être lié à la contamination, un pourrait être lié, bien sûr, aux maladies portées par l'eau. Et simplement pour terminer, quelques pensées, quelques réflexions. Donc, je suis bibliophile. Personnellement, j'adore la philosophie, je suis un optimiste. Et donc, je démarre. Je pense qu'en ce qui concerne le proche futur, nous devons nous préparer pour le pire. Et je voudrais bien souligner sur le risque des inondations. L'un de mes amis, très beaux amis, m'a posé je crois vraiment, je pense qu'en termes de système climatique, en 2012, 2008, ont peut-être été un changement, on pouvait voir les choses arriver dans l'hémisphère nord certainement, et on ne voit pas encore la magnitude, l'amplitude des inondations. Je pense que le pire est à venir. Deuxième point, il y avait un écologiste, Albert Eichmann, ici, et je ne vais pas vous le lire. En fait, il faut nous préparer à l'inattendu et nous ne devons pas ne bloquer l'environnement, confiner l'environnement. Et un anthropologue, un archéologiste, James C. Scott, disait nous devons rendre les systèmes potentiellement réversibles. Et il faut donc prendre des petites étapes, des petits pas, fonctionner par petits pas. Ça peut être très difficile si vous avez une nouvelle station électrique, etc., qui peut être un risque nucléaire. Mais en termes d'intervention, il faudra, nous, en tant que société, nous devrons agir très prudemment et nous devrons faire ceci avec une compréhension totale à la fois des systèmes de rivières, des systèmes fluviaux, avec une compréhension complète des systèmes sédimentaires des rivières, à la fois comme archive pour comprendre la dynamique à long terme, mais également comme un risque potentiel, à la fois en termes de formation, de transport des maladies, transmission des maladies, mais également de contamination transportée, notamment dans les zones d'exploitation minière ancienne ou en cours. Et donc, j'en ai assez de m'écouter parler, dit Marc, et je vais m'arrêter maintenant et ouvrir. Je serai tout à fait heureux de répondre à vos questions. Merci d'avoir écouté mon propos. Merci à tous. Merci Marc pour cette présentation tout à fait intéressante, avec des résultats tout à fait intéressants. Certains d'entre eux sont inquiétants, j'en conviens. Mais je pense que le temps est venu pour la discussion. Je vois que vous devez avoir de bons yeux pour observer les changements. Il vous faut des bons yeux pour observer les changements. Oui, beaucoup d'imagination aussi, beaucoup d'imagination également. Très bien. Le temps est arrivé pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai heureux de les passer à Marc. Marc regarde également le chat éventuellement. S'il y a des questions en français ou en anglais. I have an eye on it. Don't worry. Right, okay. Let's go. So you did very well with my suggested title.
Bon, mon titre vous a convenu. Oui, c'est intéressant, j'en conviens. C'est souvent utile de sortir un peu des perspectives que l'on a l'habitude dans lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, je pense que nous vivons dans un monde intéressant et il y a certainement des grands défis qu'il va falloir. Il faut du courage pour en informer. Ce n'est pas chose aisée, mais il faut le faire de façon judicieuse. Bon, je vais me taire. Pardon, je me taire. J'écoute vos questions. Dans votre centre ou dans vos recherches, est-ce que vous travaillez avec des praticiens? Quel type de recherche faites-vous ou de co-recherche? Oui, certainement. Le Lincoln Center a été établi lorsque je suis venu en 2016, mais nous avons eu un changement avec la désignation de Chris Thomas, qui est mon co-directeur et qui est un écologiste spécialiste. Et nous avons des praticiens particulièrement en lien avec les questions de paludisme, mais également spécialisés dans les exploitations minières et les risques d'inondation, à la fois des gens en Grande-Bretagne, mais également très souvent à l'étranger, particulièrement en lien avec l'industrie minière. Donc, je pense nous insistons sur la compréhension et l'information de la crise climatique et du risque pour la santé publique. Je suis un tardif de la crise planétaire en tant que j'ai été convié par les médecins et les biologistes et je suis revenu moi avec les géographes et les géoscientifiques et donc nous avons commencé à travailler ensemble et donc c'est vraiment c'était l'aspiration de ce sens, c'est l'idée de ce sens. Nous avons des activités, ça y est sur le chat, Marc. Donc, première question de Jean-Philippe Bedel. Pensez-vous que les statistiques sont plus un outil de gestion que la prédiction d'un scénario pour le futur? Les relations flux et stock, pardon, dans les archives de fleuves. Donc, ça doit être utilisé comme outil de gestion, bien sûr. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est que récemment, j'ai fait une présentation près de la Société d'ingénierie de Londres sur les barrages, les sédiments des barrages. La grande discussion entre la précision et la justesse. Et les ingénieurs doivent être précis. Mais vous pouvez tout à fait être précis, mais être faux. Vous pouvez être faux avec précision. Donc, c'est la différence entre la précision et la justesse. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'en ce qui concerne, si par exemple, la communauté de prédiction n'utilise que du rééchantillonnage de fichiers d'archives, nous aurons d'abord un manque de précision, un manque de justesse, mais une bonne précision, mais ce sera faux et les gens pourraient en mourir. Donc, nous devons utiliser l'ensemble de ces archives, de ces dossiers. Il y a des dossiers historiques, des archives historiques, il y a beaucoup vraiment. Mais il faut que ce soit intégré et ça doit être utilisé de façon très précise et juste. Je pense que la courte réponse est les deux, mais je pense que nous devons être assez courageux, encore une fois, pour utiliser des méthodes qui ne sont peut-être pas aussi précises, mais qui vont vous donner une prédiction juste et des informations justes qui pourront être utilisées en termes de sécurité et de santé publique et animale. Merci. Une autre question de Davide Vignati concernant
la Russie et la Sibérie plus particulièrement, et l'évaluation globale d'exploitation minière. Y a-t-il un manque de données ou une absence d'inquiétude dans ces régions, dans ces domaines? Pas une absence d'inquiétude, non, certainement pas. Mais si j'avais plus de temps, nous sommes inévitablement, tout le monde est contraint par les données, comme vous le savez. Nous collectons nos propres données, mais elles sont, en ce qui concerne la Russie et la Chine, une partie de l'Inde, une partie de l'Asie, il n'y a pas d'archives publiques disponibles. Il n'y a pas une absence de problème, il y a une absence de données, donc un manque de données. Je voudrais signaler ici, c'est qu'en termes de chiffres que j'ai donnés, ils sont un chiffre extrêmement conservateur, une estimation très conservatrice de la taille du problème, de l'échelle du problème. Même si ces chiffres vous semblent inquiétants en termes de gens soumis à des risques, je crois qu'ils sont bien en dessous de la réalité des problèmes. Et c'est quelque chose que nous traitons particulièrement en utilisant la télédétection et la télémesure. Bien sûr, on peut, en termes de problèmes et d'héritage, et c'est très problématique, mais c'est un point très important. Et c'est un point à noter en ce qui concerne l'utilisation de ceci publiquement ou universitairement, ou sur les données, ce qu'on appelle de la littérature grise. Mais certainement par ce qui est publié. Une autre question concernant les sédiments et les origines des sédiments. Donc, pouvez-vous discriminer les origines des sédiments et des contaminants? Oui, encore une fois, on peut utiliser bien sûr on peut faire de la discrimination dans les bassins versants entre les contaminants atmosphériques et les contaminants liés à l'exploitation minière. Dans le cadre des études que je vous ai montrées, en ce qui concerne la partie centrale du Pays de Galles et le nord-est de l'Angleterre, ceux-ci sont associés avec de l'exploitation minière métallique ancienne, et il y a de très bonnes archives. Et donc ceci, il ne faut pas oublier que l'exploitation minière, leurs sources principales actuellement ne sont pas les mines elles-mêmes, mais les sources actuellement sont en fait les sédiments des plaines inondables qui ont été pollués pendant les périodes d'exploitation minière. On essaie en fait ici de reformer ici, donc en fait on essaie de dépenser beaucoup d'argent pour nettoyer les sites d'exploitation minière. En fait, que le problème, ce n'est pas les sites miniers, mais ce sont les sources diffuses de plaines inondables contaminées historiquement. Et les valeurs que je vous montre ici ne viennent pas des mines, mais elles viennent des plaines inondables. Et très souvent, les plaines inondables sont beaucoup plus contaminées que les mines elles-mêmes. Et ce n'est pas simplement un problème en Grande-Bretagne, c'est un problème dans d'autres parties du monde, malheureusement. Vous avez beaucoup de questions concernant la contamination. Encore une question. Pouvez-vous, de Henri Jiménez, pouvez-vous différencier les effets des polluants naturels, entre guillemets, des polluants anthropogènes? En termes simples, on a quand on a de la pollution très forte atmosphérique, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'énéum. Ce qu'on fait en termes de base de données mondiale, on peut utiliser, bon, en fait, on peut utiliser des seuils chimiques ou des mécanismes dans un catchement, dans un bassin versant pour déterminer en fait des différentes formes de contaminants. Mais moi, je dirais que j'utilise des bases écologiques ou toxicologiques de contaminants, et de façon pragmatique. Pour notre base de données mondiale, nous utilisons en fait le seuil d'intervention hollandais de 430 mg par kilo, qui est
qui est moins rigoureux que ceux utilisés en Grande-Bretagne, un peu plus rigoureux que dans d'autres parties du monde. Mais c'est dépend du bassin versant, bien entendu, c'est certainement tout dépassement, tout ce qui est au-dessus de 500 mg, par exemple, hein, aura un impact sur les invertébrés et certainement, et au-delà de 100 pp, de 1000 ppm, sur l'ingestion de ces contaminants, donc sur les plants et les vertébrés. Une question de Arnold, un frein de l'EUR avec un accent britannique, donc je vais la faire avec l'accent anglais. Quelles sont, de David Milan, quelles sont les implications probables pour la santé humaine de la remobilisation de métaux lourds stockés dans les plaines inondables en raison du changement climatique et les changements résultant des inondations? Devons-nous nous inquiéter? Nous devons être très inquiets. C'est pour cela que j'étais très prudent. J'ai démarré avec des études locales, petit bassin versant, au Pays de Galles, et ceci montrait qu'une inondation, la contamination par héritage de pollution va tuer des animaux. Bon, très bien. Mais je sais d'autres parties du monde que les contaminants rentrent dans la chaîne alimentaire. Nous avons besoin d'une meilleure gestion de ces systèmes pour empêcher que ces contaminants entrent dans la chaîne alimentaire. En termes généraux, les contaminants sont dilués. Mais de façon assez ironique, il y a une poussée dans beaucoup de parties du monde pour manger de façon bio, pour manger du bio. Et donc, le Pays de Galles est un endroit très joli, très non pollué dans le monde. Sauf que, mais vous ne voulez pas manger du bio ou une vache qui a été nourrie dans les plaines inondables du Pays de Galles. Et c'est un problème dans beaucoup de parties du monde, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien compris, c'est quelque chose qui est oublié et j'espère en termes database mondiale, nous pourrons le montrer. C'est quelque chose que les gens comprennent, sont conscients, dont les gens sont conscients, mais en raison de la fréquence des inondations, les gens et de la présence de ces contaminants, c'est un problème avec l'augmentation des inondations que nous allons devoir traiter, prendre en compte. Et c'est quelque chose qui va devenir plus qu'une question, ou pas moins d'une... C'est un problème en l'ouest de la Grande-Bretagne et dans le sud de l'Espagne, par exemple. C'est déjà un vrai problème. Et c'est quelque chose qu'il va falloir traiter et prendre en main rapidement. Merci. Une question de Brice Mourier concernant les sédiments héritage. Est-ce que c'est un concept, une notion? Est-ce que c'est utilisé dans vos études? C'est Alan James qui, je m'en souviens, est arrivé avec cette histoire d'héritage. On travaille sur les sédiments contaminés depuis des années, des décennies. Moi, ce sont des sédiments pollués, voilà, hein, ce sont des alluvions anthropogéniques industrielles. Donc, les sédiments de plaines inondables ou les sédiments d'héritage, on peut sont des termes interchangeables, mais en termes de ce que Alan James a défini, je pense que il a un point de vue assez étroit, alors que en ce que moi et Jean-Louis pensons, ce sont des sédiments pollués d'exploitation minière. Et tout ce concept a été développé à la fin des années 70, au début des années 80, bien avant cette notion de sédiments héritage sédimentaire qui est arrivé dans les années 90. Donc, mais les héritages sédimentaires, c'est un aspect d'héritage sédimentaire. Oui, voilà. Donc, faut faire avec et je suis content de l'utiliser personnellement. Une toute dernière question, Marc. Vous avez montré beaucoup de rivières polluées. Avons-nous des cas où l'on peut être heureux au niveau des améliorations à l'échelle
mondiale ou locale ou régionale, je ne sais pas. Ben, en fait, de façon un peu ironique, paradoxalement, en termes de qualité d'eau, en termes de, dans beaucoup de parties du monde, la qualité de l'eau s'améliore en termes de métaux contaminants. Il y a d'autres problèmes qui existent, dès que les gènes résistants aux antimicrobiens, etc. Mais quoi qu'il en soit, du fait que beaucoup de ces sédiments contaminants et sédiments sont là depuis longtemps, entre guillemets, ils diminuent en termes par dilution. Mais les fréquences d'inondation et de remobilisation vont diluer ces sédiments. Mais ce taux de dilution est très lent, très, très lent. Et donc, on parle ici à des échelles de temps de plusieurs siècles, peut-être plus longues. Donc, en ce qui concerne ces environnements pollués par les mines, il s'agit d'une question avec laquelle nous allons devoir traiter dans le futur. Il faut se faire une raison. Et bon, mon message ici serait, le message à protéger, c'est que les grandes zones de contamination, on les a cartographiées, se situent entre 15 et 100 km en aval des grandes zones minières. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup des grands systèmes fluvieux du monde, je travaille sur le Gange actuellement, sont pollués par d'autres sources, mais pas pollués par des contaminants métalliques. Donc, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire triste des rivières qui ne sont pas polluées par les métaux, mais c'est une question de dilution, certes, mais nous avons des fleuves dans le monde proches des zones minières qui sont très, très fortement pollués, et particulièrement en Europe de l'Ouest, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée, au Chili. Par exemple, le sud-ouest des États-Unis ont des vrais, vrais problèmes auxquels les populations vont être concernées dans les 50 à 100 années à venir. Voilà. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci pour ce plaidoyer passionné.